Donc bonsoir à tous. Donc ce soir, on se retrouve pour l'apéro at home animé par Nicolas sur la thématique innovation technologique et drones sous-marins et projets de drones sous-marins. Avant de lui laisser la parole sur cette thématique, je vous propose qu'on fasse un petit tour de table histoire que chacun se présente, au moins nom, prénom, promotion et en 2 mots ce qui vous intéresse dans la thématique de ce soir, ce que vous aimeriez bien savoir, etc. Donc voilà, je vous propose qu'on fasse ça. Qui se lance? Ou sinon, je désigne. Écoute, Ben, vas-y, Emmanuel. vas-y, alors je vais me lancer. Donc, Emmanuel Diers, HEI 98, génie électrique. Et donc, je suis ravi d'être là. Merci beaucoup pour l'organisation. Et puis, alors, qu'est-ce qui m'a attiré? Tout simplement, j'imaginais pas en fait des drones sous-marins. C'est la première fois que j'entendais parler de ça en lisant le mail d'HEI. Et donc, du coup, j'ai trouvé ça génial. Et je me suis dit, tiens, à la fois la découverte et la curiosité font que j'ai eu envie de m'inscrire. Voilà. Ok, super. Vas-y, Jean-Marie, du coup, je te laisse la parole. Ouais, écoute, je suis voilà, Jean-Marie, 89, promotion Esthite, donc le textile qui a été ravalé par HEI après coup. Et ça m'intéresse beaucoup, évidemment, le sujet d'aujourd'hui, parce que je bidouille un peu l'Arduino. Alors, c'est pas à ton niveau, certainement, mais je bidouille quand même des trucs. Voilà, je suis très curieux de savoir ce que tu vas nous présenter. Ok, super, merci. Du coup, je vais donner la parole, ça sera plus fluide. Du coup, il y a Laurent David. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, oui, bonjour. Donc, Laurent David, donc HUI 96. Pourquoi je suis là? Tout simplement parce que mon fils a acheté une imprimante 3D et a également un Arduino et était intéressé par le sujet. Donc, Ok, c'est le sujet qui m'a accroché. super. Ravi, bienvenue. Merci. Ensuite, Sybille. Oui, bonjour, Sybille Lepape, promo HUI 2025. Et je suis venue aujourd'hui parce qu'on a commencé le projet ensemble avec Nicolas en deuxième année de prépa. Et ça me fait plaisir d'être là, de l'écouter. Super, merci Sybille. Ensuite, j'ai Ilan. Tout à fait, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Je suis pas sûr. Oui, très bien. Ok, super. Donc, Ilan Lichman, moi je suis une promo 2015 en conception mécanique. Et je viens parce que j'avais repéré le profil de Nicolas sur LinkedIn, j'ai reconnu un peu mon profil de l'époque. Jeune bricoleur, do it yourself, très impliqué. À l'époque, avec une bande de potes, on avait créé une association de do it yourself. Bon, il n'y avait pas eu beaucoup de repreneurs, on n'a été peut-être pas aussi bon en com que Nicolas. Et du coup, je suis là ce soir pour voir l'évolution de son projet, voir comment il se débrouille, et puis peut-être pour plus tard savoir comment je peux aider, étant moi-même un bidouilleur d'Arduino et ce genre de choses. Voilà. Ok, super. Merci d'être venu. Ensuite, j'ai François. Oui, François Buteau de la promo, je sais pas trop quelle année, en HEI 4, donc 2022, 2022, c'est ça. domaine BTP, et Nicolas est passé à l'atelier de HEI, dont je suis le vice-président, et il nous a demandé un coup de main, et je suis le projet depuis, et je bidouille aussi, j'ai aussi une imprimante 3D pour mes propres bidouillages. Ok, super, c'est intéressant. Merci François. Ensuite, j'ai Adeline. Oui, bonsoir, vous m'entendez? Oui, très bien. Ok, du coup, je m'appelle Juliette, je suis en troisième année à l'ISA. Et en fait, je suis très intéressée par tout ce qui est biologie marine, etc. Du coup, je voulais un peu me renseigner sur les drones, parce que je connaissais pas du tout, enfin, je savais pas du tout que ça pouvait aller dans l'eau, donc voilà. Ok, super. Bon, j'espère que Nicolas va répondre à toutes vos questions. J'espère aussi, oui. Ensuite, j'ai Joséphine. Oui, bonsoir, vous m'entendez bien? Oui, très bien. Alors, je suis diplômée de la promo 2020. Je viens parce que je suis juste intéressée et curieuse du projet de Nicolas. Voilà, je suis pas spécialement spécialisée dans les drones sous-marins, mais c'est plus par curiosité.
Ok, super. Bah, c'est intéressant quand même. Ensuite, j'ai Frédéric. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire un petit peu en 2 mots ce qui t'a plu, ce qui t'a incité à t'inscrire ce soir? Oui, bonsoir, vous m'entendez? Oui, très bien. Voilà, moi je Ah, plus suis maintenant. au 45, je suis retraité actuellement et je suis intéressé par l'innovation en règle générale et notamment par les drones. Donc je voulais voir par curiosité un peu comment fonctionnaient les drones sous-marins parce qu'effectivement, c'est pas quelque chose qu'on entend couramment. Voilà. Ok, super. Bah, merci beaucoup. Et ensuite, pour finir, Jean-Philippe. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Ah, super. Voilà, bon, bah, moi, donc je suis, comment dire, j'ai été diplômé à HEI en 2017 et donc moi je m'intéresse justement à tout ce qui est à l'impression 3D et en fait donc je viens ici, c'est par curiosité, voir quelles sont les applications qu'on peut trouver autour de l'application, autour de l'impression 3D. Voilà. Ok, super. Bah, merci beaucoup. Et il y a Julien qui vient de nous rejoindre. Bienvenue, Julien. On était justement en train de faire un petit tour de table. Est-ce que tu pourrais te présenter en 2 mots et dire ce qui t'a plu dans le sujet de ce soir? C'est pourquoi tu t'es inscrit. Tu t'es inscrit. Tu nous entends. Ton micro est désactivé. Je ne sais pas si tu essayes de parler. Mais... On m'entend? Oui, là c'est bon. Ah ouais, excusez-moi. Ouais, je trouvais le sujet intéressant. J'avais vu quelques vidéos auparavant et je suis dans la robotique à l'ICN, du coup ça m'intéresse. Ok, super. C'est un domaine qui m'intéresse et je trouvais le sujet super intéressant. D'accord, bah merci beaucoup Julien. J'ai Christophe Guillaume qui m'a dit qu'il serait en retard, donc il va arriver au cours de la réunion. Il y a peut-être d'autres personnes qui vont arriver. En attendant, je vous propose de trinquer tous ensemble et de donner la parole à Nicolas, à la vôtre. Santé. Bonsoir à tous. Merci d'être là en tout cas pour partager ensemble nos passions au sujet de l'innovation et en règle générale l'innovation technologique. Également parler autour de mon projet de drone sous-marin sur lequel je suis en train de travailler maintenant depuis 2 ans quand même. Donc ça commence à dater, c'est un projet de longue date. Alors, moi je m'appelle Nicolas, je fais partie de la promo 2023. Donc je suis actuellement en 3e année. L'année prochaine, je souhaite me spécialiser en conception mécanique. Et plus tard, j'aimerais bien travailler dans le domaine du naval en tant qu'ingénieur R&D et chef de projet. Voilà. Alors, pour introduire un peu mon projet de drone sous-marin, comme l'a dit un peu Sybille au début, c'est un projet qui a vu le jour en 2e année de classe prépa intégrée donc, à la salle HEI. On devait travailler sur le thème de l'océan. Moi, en 1re année, j'avais déjà travaillé, j'avais fait un exposé sur les drones aériens dans le domaine du transport. Et étant donné que je suis passionné de tout ce qui touche le prototypage, la robotique mobile et puis la conception de manière générale, je me suis dit pourquoi pas concevoir du coup un drone sous-marin parce que voilà, c'est d'actualité et en même temps c'est peu connu par le grand public. Du coup, voilà, on s'est lancé dans ce projet-là. On avait en tête de réaliser une maquette, mais aussi une maquette fonctionnelle, fonctionnant avec la technologie Arduino. L'Arduino, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout un environnement, que ce soit électronique et informatique, qui est open source. Ce qui est bien avec cet environnement, c'est qu'il y a beaucoup de capteurs, de composants qui sont compatibles. Et puis derrière, on a une grosse communauté. Donc, ça nous permet de faire des projets DIY, d'être aidé facilement dans ces domaines-là, de l'électronique et de l'informatique. Donc, c'était en 2e année de classe prépa.
Évidemment, il y a eu le confinement, le fameux premier confinement. Du coup, on n'a plus être à l'école et malgré ça, on a quand même imprimé la V0 et qui est finalement une maquette non fonctionnelle. Cette V0, du coup, on s'en est arrêté là. C'était entre guillemets la fin du projet. C'était le résultat en fait de l'année. Et en soi, voilà, bon, je me suis dit c'est pas trop grave parce que je voulais peut-être éventuellement continuer ce projet de mon côté. Cette V0, on l'a imprimée à HEI sur les imprimantes au Fab Lab. Je sais qu'à l'ISEN, il y a aussi un Fab Lab avec plusieurs imprimantes 3D. Il me semble, c'est des Prusia. Et en soi, ce drone, ça nous a surtout permis de comprendre un peu comment fonctionnait le domaine, enfin l'environnement de l'impression 3D. Parce que c'est quand même des… Là, on avait imprimé le drone sur des imprimantes quand même haut de gamme. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de contraintes. Il faut réfléchir sur la résistance, sur l'ergonomie de façon générale pour réduire le support. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, en impression 3D, l'imprimante, c'est du dépôt de couche par couche. C'est l'impression FDM, ça s'appelle. Et pour créer certaines pièces, il faut du support. Donc, l'imprimante va créer du support pour pouvoir imprimer par la suite. Et ce support s'enlève à la fin de l'impression. Et donc, ça, c'est tout un système au niveau ergonomique qu'il faut améliorer, faire en sorte de améliorer notre conception pour réduire le support. Et du coup, on gagne en temps d'impression, on gagne en argent évidemment, et en matériaux. Donc, ça, c'est des choses sur lesquelles on a dû réfléchir. Et puis aussi tout le côté documentation de l'environnement sous-marin qui est très important et qu'on a dû étudier, tout ce qui est flottabilité, Archimède, ce genre de choses, la pression. C'est des choses importantes quand on veut créer un prototype qui va dans l'eau et aussi le côté étanchéité qui est le point principal en soi dans un projet tel que le mien. Et donc finalement, après cette V0, je me suis lancé le challenge de concevoir une V1 qui serait du coup une version améliorée et plus optimisée de la V0 et surtout fonctionnelle et qui embarquerait du coup la technologie Arduino. Et du coup, voilà, je me suis lancé ce challenge. Pourquoi ? Déjà, premièrement, pour acquérir certaines compétences à côté de mes cours. Je vous apprends rien, mais en école d'ingé, on nous apprend beaucoup de théorique. C'est vrai que d'après ce que j'ai compris avec des anciens d'HEI, quand on passe de l'école d'ingé dans le monde de l'entreprise, il y a quand même un certain écart. Mais au-delà de ça, je ne dis pas que ce qu'on nous apprend à l'école ne sert à rien. Le théorique est très important, mais c'est vrai que le fait de réaliser un projet tel que le mien permet en fait d'avoir un aspect plus concret peut-être. Et comme j'ai dit, d'avoir une certaine expérience, d'acquérir des compétences. Quand je parle de compétences, ça va être le côté management, gestion d'équipe. Il y a aussi le fait de savoir mettre en avant un projet, contacter des entreprises, réaliser des partenariats pour se faciliter la vie parce que derrière, je suis quand même seul à faire ce projet. Même si à côté, j'ai travaillé avec des prestataires et des étudiants en 5e année à HEI dans le cadre des projets YES. Donc, c'est des projets de fin d'études à HEI. Et donc voilà, je me suis lancé là-dedans. Et évidemment, derrière ça, ça a un coût. Et moi, je ne voulais pas balancer des centaines d'euros comme ça dans un projet. Et puis, du coup, j'ai décidé de lancer une campagne de crowdfunding sur Kickstarter. Et donc, ça a permis en fait de financer mon projet qui, à l'époque, était encore à l'état au stade d'idée, finalement. Et cet argent m'a permis et me permet encore d'acheter le matériel, de louer certaines choses, d'avancer dans mes recherches. Voilà.
D'ailleurs, en attendant les bassins actuellement, c'est assez compliqué avec le Covid. J'avais demandé 500 € et j'ai réussi à obtenir 650. D'ailleurs, il y a peut-être des contributeurs ici qui sont actuellement avec nous et je les remercie vraiment. Et du coup, voilà. Après, j'ai cette V1, je l'ai imprimée donc à HEI et quand même à peu près 6 à 7 jours d'impression. Donc, c'est pas n'importe quoi. Et du coup, cette V1, dessus, il y a quoi? Alors, je vais peut-être pouvoir vous montrer. Non, je vais vous montrer la V2 plus tard plutôt. Ouais. Sur cette V1, il y a 2 capteurs à ultrasons, un capteur gyroscopique, un capteur d'humidité, 2 LED et puis un capteur de pression. En fait, il y a 2 moteurs qui sont horizontaux qui permettent au drone d'avancer, de reculer, d'aller à droite, à gauche. Et il y a 2 moteurs placés à l'avant qui sont verticaux et qui permettent au drone de rester stable dans l'eau de façon logicielle via le capteur gyroscopique, même si manuellement on a rajouté des poids dans les bras pour qu'ils soient stables dans l'eau. Et ces capteurs verticaux permettent de monter et descendre le drone dans l'eau. Cette V1, elle m'a surtout appris à connaître davantage de choses concernant l'environnement sous-marin, parce que c'est un environnement avec pas mal de contraintes. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a le côté pression, étanchéité, faire en sorte que le drone ne flotte pas, mais ne coule pas non plus. Donc, d'une certaine manière, qu'il reste entre 2 eaux. Donc là, il faut jouer avec les poids. Voilà, l'environnement sous-marin et puis voir davantage comment fonctionne une imprimante 3D et essayer d'optimiser au mieux un prototype qui était déjà existant, qui était ma V0 finalement. Donc voilà, j'ai fait qu'améliorer les choses. Et puis actuellement, je suis en train, et c'est encore en cours, de développer ma V2. La V2, là, elle est finie à 90%. Il me reste à faire des tests d'étanchéité en bassin. Et puis, j'aurai l'occasion d'imprimer cette V2 dans une imprimante industrielle, voilà, haut de gamme, pour imprimer dans les meilleures conditions parce que là, on est arrivé à un stade où il ne faut pas que je me loupe pendant l'impression. Parce que ça se peut que des fois, durant une impression 3D, il y ait X ou Y problème, ce qui fait qu'on doit recommencer l'impression. C'est rare, mais ça peut arriver. Par exemple, une coupure de courant et je parle en connaissance de cause. Voilà. Donc, en soi, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On peut parler, que ce soit d'innovation technologique en général, et concernant aussi mon projet de drone sous-marin qui commence à devenir assez développé finalement. Donc voilà, je ne sais pas qui aimerait prendre la parole. Nicolas, Jean-Marie ici. Bonjour. Je trouve que c'est impressionnant ce que tu as fait. Effectivement, tout ce que tu as décrit, les différentes composantes de management, de technologie à apprendre, etc. Moi, ce qui m'intéresse le plus ici, c'est l'aspect technologique en fait, de ce que tu fais. J'ai déjà vu des drones sous-marins fonctionner, mais de loin, et je me posais des questions. Par exemple, tu disais, voilà, pour le faire tenir entre 2 eaux, il faut utiliser les pompes. Donc, tu as des ballasts, j'imagine. Comment est-ce que tu as en particulier résolu le problème de d'étanchéité? Tu en as parlé à un moment donné, mais comment ça se passe pour créer un ballast qui peut absorber de l'eau et rejeter de l'eau, si c'est bien le cas? Alors, concernant la flottabilité, je n'utilise pas de ballast, puisque les ballasts, ça prend de la place. C'est compliqué à installer dans un drone aussi petit. D'ailleurs, les drones, ils existent depuis plusieurs années maintenant, notamment en industrie. Et moi, j'ai bien c'est pas un sous-marin, c'est vraiment un ROV, on appelle ça. Donc, l'objectif, c'est de créer un prototype
qui est le plus compact possible et voilà, qui résisterait à toutes ces contraintes. Impossible de mettre des ballasts dans un si petit corps. Donc, ce que je fais, c'est que j'ai 2 bras. Je vous montrerai tout à l'heure la V2, où vous en saurez un peu plus. Il y a 2 bras, je mets du plomb dedans parce que pour faire couler davantage le drone et pour le maintenir entre 2 os. Donc, en fait, manuellement, via l'ajout de poids, il reste entre 2 os. Ensuite, si, admettons, il n'est pas totalement stable dans l'eau, parce qu'il y a plus ou moins de poids à droite ou à gauche, il y aura le capteur gyroscopique qui va capter par rapport à l'axe X, Y, Z. Il va capter ça et on va donner une valeur de consigne. Si tu es penché à 30%, si tu es à partir de 30% d'inclinaison, tu actives le moteur de droite pour le redresser. Même si normalement, ce n'est pas censé arriver parce que manuellement, avec l'ajout de poids, il est censé être stable. Mais je parle en mer, avec des vagues, etc. Il ne va pas rester tout le temps. Voilà. Ensuite, côté étanchéité, je vous l'admets, sur la V1, j'avais eu quelques fuites parce que j'avais utilisé des joints toriques. Et les joints toriques ne sont pas adaptés à mon utilisation, très clairement. Il faut savoir que quand on imprime en 3D une pièce, même sur des imprimantes assez haut de gamme, on n'aura jamais parfaitement un plus adéquat possible. On a toujours une surface qui n'est pas totalement plate. Donc, voilà, il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte. Et aussi, voilà, le côté étanchéité, du coup, j'essaye de régler ça pour la V2. Et là, justement, je fais appel à des partenaires qui vont me faire fabriquer des joints. Ça ressemble à des joints toriques. C'est des joints rondelles, en fait. Et là, ça va me permettre vraiment de garantir une meilleure étanchéité parce qu'on aura plus de poussée. Voilà. Merci. OK. J'en ai une autre. Oui. Tu as 2 capteurs ultrasons, tu disais? Oui. C'est des capteurs ultrasons que tu utilises dans l'eau pour voir devant, enfin je veux dire pour détecter les obstacles devant, ou que tu utilises quand ils sont encore en surface? Alors, j'utilise des capteurs ultrasons. Ils sont faits pour aller dans l'eau. Ils sont de base étanches. Il y en a un qui est placé à l'avant avec les 2 LED aussi. Donc, c'est placé à l'avant. Ça va permettre en fait au drone, dans de prochaines versions, de capter les obstacles devant lui et éventuellement développer une intelligence artificielle pour qu'il puisse capter au minimum, s'arrêter, je ne sais pas moi, dès qu'il capte un obstacle devant lui à 30 cm, il va s'arrêter. Donc voilà, ça c'est des valeurs de consigne à donner dans l'algorithme, dans le côté programmation. Et puis, éventuellement, faire quelque chose de plus poussé et permettre au drone de contourner des obstacles. Et ensuite, il y a un deuxième capteur ultrason qui est placé à l'arrière et sur le dessous, pardon. Et grâce à ça, on va pouvoir voir en fait en temps réel où est le sol en fait, à quelle distance est le sol du drone, tout simplement, à quelle profondeur il est. Voilà. Mais oui, en soi, là, on est encore en phase de prototypage et je ne peux pas dire encore si je compte commercialiser mon produit, si je compte breveter quoi que ce soit. Pour moi, le drone n'est pas assez développé à mes yeux. Peut-être plus tard, peut-être pas. En tout cas, un projet comme le mien, ça reste une très bonne expérience parce que, comme j'ai dit au tout début, grâce à ça, j'ai acquis certaines compétences. Ça fait aussi un plus dans le CV, c'est pas faux. Et puis, voilà, étant donné que je veux travailler davantage dans le domaine du naval, c'est toujours bon de savoir ces notions-là, quoi. Parce qu'on nous apprend beaucoup le théorique en cours, ce qui est bien. Mais aussi, si à côté de ça, on peut voir le côté pratique, moi, je dis que ça peut être encore mieux. C'est sûr, c'est certain. Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui nous ont rejoints. Donc, les 2 Christophe, il y a Medril et il y a une autre personne qui est encore en connexion.
Du coup, n'hésitez pas à prendre la parole, ainsi que ceux qui étaient là avant, mais n'hésitez pas à prendre la parole, à poser vos questions à Nicolas. On est vraiment là pour un moment de partage. Et c'est un moment très informel. Donc voilà, vous pouvez… Merci beaucoup. Christophe Génie, désolé, je suis arrivé en retard, effectivement. Pas de problème. Bravo déjà pour l'initiative, parce que c'est très intéressant. Ça fait longtemps que je regarde des sujets passer. Celui-là fait partie des choses qui m'intéressent à plusieurs titres. Il se trouve qu'il y a quelques années, j'ai créé une structure de conseil, mais ce n'est pas là où je veux en venir. Un de mes voisins dans la pépinière d'entreprise où j'étais était justement à la tête d'une société qui développait des robots. Et notamment des robots nautiques. Donc je confirme qu'il y a un marché, je confirme qu'il y a des besoins. Mon point, c'est plutôt de savoir justement, est-ce que tu as réfléchi, alors tu as en partie répondu là, mais moi je t'invite quand même à regarder un petit peu quels sont les débouchés potentiels, parce qu'au-delà de la technologie, alors certes, on est ingénieur et c'est vachement bien, il y a quand même la notion de débouché derrière. Qu'est-ce que ça peut t'amener? Et des débouchés, il y en a plein. Il y a le domaine, les militaires sont intéressés. Mais il n'y a pas que les militaires, il y a le tourisme, etc. Ça, c'est le premier volet, c'est finalement quels sont les débouchés potentiels pour ta solution. L'autre point, c'est, et en fonction du débouché que tu vas retenir ou du positionnement marketing d'une certaine façon, est-ce que tu as regardé un petit peu la sécurité et comment récupérer ton drone dans les pires conditions? Alors, je t'entendais parler de plomb. Une des pistes, par exemple, c'est de larguer le plomb si jamais tu n'as plus de contrôle, et hop, ton drone va remonter à la surface pour pouvoir le récupérer. Est-ce que ce sont des choses auxquelles tu as déjà réfléchi ou pas du tout? Alors, côté sécurité, j'y ai réfléchi, mais je pense que ça sera utilisé dans une prochaine version. Le côté où… En fait, pour cette V2, il y a tout un système de… Après, ça reste confidentiel, donc je ne vais pas trop détailler, mais il y a tout un côté sécurité dans le sens où si le capteur, par exemple, qui fait humidité et température à la fois, voit qu'on dépasse un certain seuil de température, il va afficher sur l'écran qu'on a sur une télécommande un message d'alerte, par exemple. Si on détecte un obstacle, il va nous l'annoncer aussi. C'est ce genre de choses. Et puis, si par exemple il y a de l'eau dans le drone via un capteur, et qui nous le disent aussi. Et dans ce cas, on pourrait réfléchir à une IA qui permette au drone de remonter à la surface automatiquement. Mais manuellement, c'est pas possible, quoi. Si vous êtes à 100 mètres de profondeur, voilà, à part tirer sur le câble, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. Alors, merci pour les éléments. Et encore une fois, tu as déjà une première réponse à apporter. C'est plutôt dans l'évolution de ton produit et de ton projet. Ouais. C'est des évolutions possibles. Mais la question de je récupère mon drone, quel que soit ce qui va se passer, et notamment le truc le plus grave qui va arriver potentiellement, c'est une perte de connexion. C'est-à-dire que tu perds la connexion entre ta télécommande et le drone pour X raison. Alors non. Je reparlerai après des débouchés pour répondre à ta première question. On est sur une liaison filaire. D'accord. Côté physique, pour l'instant, et pourtant il y en a qui travaillent là-dessus, des ingénieurs partout dans le monde, j'en doute pas. Mais côté physique, c'est impossible de contrôler un drone, en tout cas avec un retour vidéo, etc. Donc, avoir un flux de qualité à plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Donc, en sans fil, pour l'instant, c'est impossible. Et ce n'est pas pour rien non plus que les gros industriels, je pense à Blue Robotics, qui sont leaders sur le marché dans la fabrication de ROV, ils utilisent un câble. Ce n'est pas pour rien. Donc voilà, côté physique, les ondes passent mal dans l'eau. C'est en étude et je suis sûr qu'un jour on trouvera le moyen pour répondre à cette problématique. Et donc moi j'utilise en fait un câble à flottabilité neutre parce que vous doutez que ajouter un câble à l'arrière du drone va rajouter un poids et pour équilibrer tout ça, c'est une galère. Donc pareil, là, j'avais pris contact avec une entreprise qui est spécialisée dans la fabrication de câbles à flottabilité neutre. Et ils m'ont fourni gratuitement un câble de 10 mètres, ce qui est largement suffisant parce que ce type de câble coûte très cher. Voilà. Et en fait, il reste entre deux eaux dans l'eau. Du coup, ça ne fait pas couler plus le drone, ça le fait pas plus flotter. Donc, voilà.
Est-ce que c'est bon pour ça? J'ai répondu à… Oui, non, super, Antoine, merci. Enfin, le but, c'est pas de t'embêter ou de te Non, challenger, non, c'est mais plutôt j'essaie de… d'amener un éclairage un peu et un regard un peu différent sur ton projet, juste pour l'enrichir. Et je suis sûr que tu as plein d'idées. Enfin, je sais pas, je suis sûr, c'est chantant que tu as plein d'idées. C'est plus pour essayer de t'amener un regard un peu différent, puis voilà, t'amener à réfléchir sur ton projet, comment tu peux le faire grandir ou évoluer éventuellement. C'est plus par rapport à ça. C'est en mode, puisque Manon précisait que c'était un échange interactif. Allons-y librement et simplement. Oui, en tout cas, ouais, sans fil, pour l'instant, c'est impossible. Peut-être aller à 2-3 mètres, mais pas plus. Hein. Si tu veux aller plus loin, si tu veux un retour vidéo en HD, que tu veux avoir sur ton écran toutes les données de tes capteurs retranscrites, c'est compliqué. Voilà. Et du coup, pour parler de l'avenir, j'ai eu l'occasion de bosser un peu mon business plan, mais je suis un peu dubitatif là-dessus. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai beau essayer de trouver une solution, mais si derrière, je ne compte pas commercialiser le produit ni continuer à le développer, il n'y a pas grand intérêt. En fait, le but du drone, et là j'y viens, j'ai fait exprès de ne pas en parler au début, le but du drone, ça serait de pouvoir récupérer les déchets plastiques dans l'eau. Il serait muni d'une pince, d'abord contrôlée par un utilisateur pour les premiers protos, et ensuite de façon autonome, donc il détectera via une IA les déchets plastiques dans l'eau. Il faut savoir que 20% du plastique en France est recyclé. Et tout ce qu'on balance dans la nature, les plastiques ou autres, avec le vent, ça va venir dans l'océan tout simplement. Et le truc, c'est que tous les déchets plastiques qu'on voit à la surface de l'eau, c'est qu'une partie des déchets plastiques qui est dans l'eau finalement. Et il y a une grande partie qui se trouve entre deux eaux et aussi au fond de l'océan. Donc moi, je voulais aussi apporter cette petite touche d'environnement aussi. Moi, j'avais pensé que peut-être mon drone, on puisse le partager, en parler, je ne sais pas, sur les médias, sur les réseaux sociaux, etc. Pour aussi montrer aux jeunes, alors je suis jeune aussi, mais je parle aux prochaines générations, de mettre le point et de parler davantage de tout ce qui touche l'économie circulaire, l'éco-conception, consommer responsable, ce genre de choses. Et même si évidemment tout ce que crée l'homme au final a un impact environnemental. Il ne faut pas le nier, ça. Mais mon drone est fait par exemple en PETG. Donc, en impression 3D, il y a plusieurs matériaux. On peut imprimer en PLA, en PETG, en ABS, en nylon. Voilà, il y a plusieurs matériaux suivant les contraintes et suivant ce qu'on souhaite faire avec les pièces, tout simplement. Et le PETG comme le PLA, qui sont les deux matériaux les plus utilisés en impression 3D, ce sont des matériaux qui sont 100% recyclables. Donc l'idée, ce serait de participer au côté environnemental et peut-être aider des petites structures ou des collectivités qui travaillent dans la protection environnementale de s'équiper, par exemple, de mon drone si un jour je compte le commercialiser. Là, on se projette vraiment sur plusieurs années. Déjà d'avoir un drone qui serait moins coûteux parce que imprimer en 3D, c'est beaucoup moins coûteux que si on voulait réaliser un drone en injection plastique, par exemple. Un moule, ça coûte très cher, surtout pour de la production en chaîne, quoi. Et du coup, voilà, ça serait le fait de récupérer des déchets dans l'océan, ça serait à peu près ça l'idée. Voilà. Bravo.
Je dirais, tu disais, je ne suis pas sûr des débouchés, je ne suis pas sûr d'avoir un projet, un business plan. Enfin là, moi, j'entends un projet qui est viable et qui tient la route. Alors, il y a du boulot, on ne va pas se mentir, mais franchement, ça tient la route. Enfin, tu racontes quelque chose qui est très cohérent. Donc, et en plus de ça, je suis à titre personnel également convaincu, ancien plongeur, enfin ancien et actuel plongeur, que le problème et la problématique que tu adresses existe, c'est réel. Hein. Enfin, les déchets dans l'océan, c'est pas une vue de l'esprit, ça existe. Donc, ouais, vas-y. Après, il y a des gens qui étaient comme toi il y a quelques années, qui aujourd'hui ont monté des boîtes dans différents domaines autour de l'hydrogène, mais qui, quand ils étaient à ta place, avaient déjà une vision sur ce qu'ils allaient faire. On pourra repartager des noms si ça t'intéresse, mais il y a vraiment des trucs dans ce que tu dis qui montrent que tu as une vision stratégique, tu as des débouchés potentiels, tu as un savoir-faire, tu as envie. J'ai envie de te dire, vas-y, hein, fonce. Après, oui, c'est ça. L'idée n'est pas de. Enfin, je compte pas faire le nouveau drone révolutionnaire qui va. Parce que, bon, en soi, très clairement, on va pas se mentir, si on voulait résoudre le problème des déchets plastiques, il aurait fallu gérer ça à la source, on va dire. Hein. Mais bon, voilà, c'est ça le petit truc. Nicolas, oui. Ce qui est intéressant ici, c'est effectivement de pouvoir détecter, comme tu disais tout à l'heure, du plastique et le ramasser. Et pas ramasser une algue ou je sais pas moi, une tortue qui roupille. Et tu as il existe des systèmes qui peuvent détecter le plastique sous l'eau et ne pas se tromper? Je pense qu'il en existe, mais pas très performant. Je veux dire par là que dans une eau trouble, par exemple, ça va être très compliqué. Mais je pense qu'il existe des systèmes qui existent déjà, mais il faut quand même les améliorer encore. C'est bien dans les conditions optimales. Après, en pleine mer, avec à faible profondeur, avec le sable, etc., qui va gêner l'analyse par rapport à l'IA, voilà, c'est pas pour l'instant très performant. Mais après, bon, voilà, ça marche comme ça marche. Mais il y a un début, quoi. Il y a un début. Et oui, c'est ça. Après, bon, comme j'ai dit, pour résoudre ce problème-là de déchets plastiques, il aurait fallu aller résoudre ça à la source. Mais bon. Comme ça n'a pas été fait, il y a peut-être des débouchés. Oui, c'est ça. Juste un commentaire, je peux me permettre, Christophe, promo 96, comme mon collègue Mister Génie d'ailleurs. Bienvenue, Christophe. Non, 95. Oui, mais bon, je peux durer le plaisir. Ouais, moi, je suis toujours impressionné de voir des étudiants comme toi, Nicolas, mais comme Julien Pack avec Thio Mégo, ou comme Maxence Damaré avec la boxe, et puis Noco, là, qui créent, qui sont déjà entrepreneurs, qui font vivre des projets à ce point-là, déjà pendant leurs études. Bravo, parce que c'est top et c'est super enrichissant, comme tu le dis. Dans tous les cas, c'est hyper enrichissant de se poser toutes ces questions-là dès maintenant. Donc, bravo pour l'initiative, le sérieux. Et puis, quand on voit toutes tes coms, LinkedIn, Facebook, voilà, c'est pro, c'est sérieux, ça fait plaisir. En partage d'expérience, on a communiqué dessus il y a 2-3 ans. On a fait un événement à Paris d'ailleurs avec un alumni, ça vient compléter ce que disait Christophe, un alumni qui avait créé un espèce de crabe sur pattes pour récupérer les mégots au sol le long du canal Saint-Martin. D'ailleurs, cette personne, je l'ai eu il y a quelques semaines au téléphone. Oui. Voilà, je pense que tu parlais d'IA, on avait peut-être échangé là-dessus, d'IA, de reconnaissance, et il a fait travailler son robot par, justement, lui venait de l'IA, cet alumni-là, et il a travaillé son robot sur comment, à partir de photos, avec un maximum de photos, aller attraper ce qu'il y a un mégot et pas une crotte de pigeon, quoi. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, pour les personnes ici qui étaient intéressées par, je ne sais plus qui, par l'Arduino, la personne là qui avait conçu ce petit robot là qui allait récupérer les mégots dans la rue, il m'avait dit que l'Arduino n'était pas assez performant, en tout cas pour développer une IA très complète. Et lui, il utilisait le Raspberry Pi qui quand même est assez performant. Enfin, on arrive jusqu'à du 8 Go de RAM quand même sur les derniers Raspberry. Mais voilà. En tout cas, moi, j'utilise pour l'instant l'environnement Arduino. Alors, pour ceux qui sont un peu intéressés côté électronique,
On a réalisé, parce que bon, je suis pas pro en électronique, j'avais réalisé avec un prestataire un circuit imprimé, 2 circuits imprimés. Il y en a un qui est situé dans le drone et il y en a un qui est situé dans la télécommande. Celui qui est installé dans le drone, il est équipé d'un processeur et on va l'appeler l'Arduino maître, on va dire. Okay, lui, il va s'occuper du transfert d'informations, il va s'occuper de tous les capteurs. Et il y a l'Arduino esclave qui est situé dans la télécommande avec un deuxième processeur, pour le coup, qui va s'occuper de la partie écran. Je parle au futur, mais ça fonctionne déjà actuellement. Donc voilà, Arduino esclave qui s'occupe de l'écran, des joysticks, ce genre de choses. Et en fait, ces 2 Arduino, ces 2 circuits imprimés, ils vont communiquer ensemble. Alors pour ceux qui s'y connaissent un peu, ils communiquent via une liaison I2C. Donc en fait, pour faire court, grâce à 3 fils seulement, on arrive à transférer les informations entre ces 2 Arduino. Et pourquoi on a utilisé ça? Parce que si on voulait utiliser un seul et même circuit imprimé, déjà la place qu'utilise le circuit imprimé dans le drone aurait été plus importante, ce qui fait que plus difficile à insérer tous les composants, tous les capteurs. Là, en fait, on a réparti d'une certaine manière la taille, si vous voulez, des circuits imprimés. Et en fait, on a 2 circuits imprimés qui s'occupent chacun des tâches différentes. Ils se répartissent en fait la puissance de calcul tout simplement. Voilà. Pour ceux qui se posaient la question côté électronique Arduino. Si vous avez des questions là-dessus, hein, n'hésitez pas. Même si je suis pas… Bon choix, mais par rapport à ton commentaire sur la puissance de calcul, l'électronique justement de type IoT évolue très très vite avec des coûts qui restent extrêmement faibles. Hein. Ouais. Tu mentionnais Arduino, Raspberry, enfin on est à moins de 100 € pour les deux. Hein. Mmh. Enfin, j'irais même, on peut acheter les deux pour moins de 100 €. C'est vraiment quelque chose qui évolue vite. Et après, ce que tu expliquais sur le bus I2C, donc qui permet de déporter, enfin ce que tu expliquais surtout sur ton Arduino dans la télécommande. Ouais. Tu pourrais très bien imaginer d'avoir une puissance de calcul plus importante et de faire du traitement ou de la reconnaissance type IA dans un système déporté que tu as entre les mains, par exemple. Ouais, exact. C'est une bonne solution. Ouais. Après, oui, il y avait le côté batterie aussi. Ça me fait penser aussi au côté batterie, une batterie qui est installée dans le drone, mais on pourrait tout aussi bien imaginer une espèce de petite boîte, un petit flotteur qui serait composé d'une grosse partie électronique. Et ce flotteur, il communiquera avec le drone en filaire et nous, on communiquerait en sans fil à cette petite boîte flottante. On pourrait imaginer ce genre de communication. Mais bon, après, il y a déjà des projets qui sont en cours de ce style pour avoir une autonomie allant jusqu'à 4 heures facilement. Mais oui, pour l'instant, au niveau puissance calcul, c'est vrai que dans ces domaines-là, ça avance vraiment rapidement. Après, on reste quand même dans un environnement open source et peut-être qu'à l'avenir, je pense quand même créer plus mon environnement à moi dans le sens où je choisis moi-même les processeurs, etc. Je pense que, en tout cas, si on veut développer un truc beaucoup plus performant, je pense qu'il faudra faire quelque chose de plus individuel, plus moi, quoi. Vous voyez? Est-ce qu'on peut je dis qu'il nous le montrerait. Enfin, moi, personnellement, je suis extrêmement curieux de le voir. C'est possible? Ouais. Nicolas? Oui. J'ai une question à propos de la carcasse. Mon professeur de conception et fabrication optimisée nous avait dit dès le début que une impression 3D au final était étanche qu'un certain temps. Est-ce que tu as pensé à un traitement de surface pour ton impression 3D pour qu'elle dure plus longtemps en étant étanche, même si c'est du PETG,
ou pas du tout? Alors, comme je l'ai dit, en impression 3D, on peut imprimer avec plusieurs matériaux. Il y a des matériaux qui sont plus ou moins résistants à l'humidité et à l'eau de manière générale. Le PETG, c'est un dérivé du PET, et le PET, c'est un matériau qu'on utilise pour concevoir tout simplement nos bouteilles d'eau. Donc, et en fait, le PET, on a rajouté un composant pour permettre de le chauffer et à l'adapter à l'impression 3D. Mais en soi, voilà, en tout cas, dans le domaine de l'impression 3D, le matériau PETG est celui qui correspond le mieux. En plus, on a des bonnes contraintes, des bonnes propriétés mécaniques, etc. Alors, moi, effectivement, il n'y a pas énormément de projets qui existent, d'où le côté un peu innovation de mon drone. Des drones imprimés entièrement en 3D. Je me suis renseigné, ça n'existe pas déjà. Donc, dans ce domaine-là, c'est assez innovant parce que ça me permet de montrer que un prototype tel que le mien, il peut tout aussi bien aller dans l'eau, être immergé, mais aussi à résister à certaines contraintes. Je parle de la pression, etc. Et effectivement, ça dépend de beaucoup de critères, l'étanchéité. Moi, par exemple, j'ai l'entièreté de ma paroi du drone qui fait 3 mm d'épaisseur. 3 mm d'épaisseur, mais on peut remplir cette paroi d'un certain pourcentage. Ce pourcentage, on va le faire jouer pour réduire Et le temps en d'impression. polyéthylène terephthalate glycol, c'est du plastique qui. Ouais, c'est ça, du glycol, ouais. Ouais. Et du coup, oui, je disais, les parois, on peut mettre plus ou moins de remplissage. Moins vous allez mettre de remplissage, évidemment, il y aura de l'air dans la paroi. Quand on veut créer un prototype qui va dans l'eau et qui va être contraint à la pression, vaut mieux pas mettre un remplissage à 5%, par exemple. C'est pas très conseillé. Donc, moi, j'ai mis 3 mm d'épaisseur de paroi avec 100% de remplissage. Et effectivement, il existe des produits pour permettre aux matériaux de résister davantage à l'eau, mais avec 3 mm de parois remplies à 100%, ce n'est pas nécessaire. Et pourtant, j'ai fait des tests, j'ai laissé immerger mon drone pendant plusieurs jours dans ma baignoire parce que les bassins sont pas ouverts en ce moment. Et ça marche très bien. Après, évidemment, on va parler de pression, certaines contraintes comme ça qui vont influencer aussi tout ça. Mais c'est un prof de quoi qui… C'est un prof de CFAO, de conception et fabrication optimisée. Ok. Mais le détail qui me vient à l'esprit, c'est sur ta rétractation à chaque couche qui va te faire… si tu as mis une assez grande du moins une trop grande rétractation, une petite voie d'eau, ou si tu en as mis une trop grande, ça peut aussi te créer une voie d'eau parce que tu vas avoir des décalages de hauteur de couche ou de précision qui vont pouvoir te faire… Après, attention, c'est… Il y a des moments, je ne t'entends plus. Ah, c'était compréhensible ou pas du tout? Tu parlais de rétractation, oui. Oui, tu vas avoir ta rétractation. Si tu alignes tes rétractations, tu pourras avoir une voie d'eau, parce que je sais que c'est une des grandes modes pour avoir quelque chose de plus beau, d'aligner les rétractations sur un seul endroit de ton filament. Et ça peut créer une voie d'eau au final ou un point de fragilité pour ton étanchéité sous l'eau. Ok, mais moi je te le dis, avec 3 mm d'épaisseur, franchement, c'est impossible que l'eau passe, très clairement. Tu m'aurais dit à 1 mm d'épaisseur, tu as certaines… oui, c'est un peu moins stable, on va dire. Là, il aurait fallu mettre le liquide, comme tu as dit, pour permettre à la pièce de résister davantage à l'eau. Mais en soi, j'ai jamais entendu parler de rétractation qui influençait sur l'étanchéité de manière générale, tu vois.
Enfin, on a quand même 3 mm d'épaisseur. Je ne sais pas si tu arrives à voir 3 mm. Quand c'est rempli à 100%, c'est compliqué que l'eau passe quand même. Surtout si tu imprimes sur une imprimante industrielle qui est ultra fiable, avec des ingénieurs derrière qui bossent sur la CAO et sur l'étude de l'impression, je pense que voilà. Pensais Après, à ouais, tu avais imprimé sur ton imprimante personnelle ouais. et je pense qu'il aurait été judicieux de s'intéresser à la rétractation ou de passer sur un système direct drive pour avoir moins de rétractation et Ouais, c'est ça. les Ouais. problèmes de voie d'eau. Mais on revient quand même à la question du positionnement, ça dépend de ce que tu veux faire. C'est-à-dire que si tu veux faire un drone pour juste faire un proof of concept ou montrer que la maquette fonctionne, Ouais, c'est ça. pas très embêtant. Par contre, si tu veux faire un drone en environnement industriel qui va durer des dizaines d'années, qui va être exposé aux UV, qui va être là la question sera différente. Voilà. C'est pour ça que bien définir l'utilité, la finalité du projet, ça va conditionner beaucoup de choses derrière. Est-ce que tu veux descendre à 100 mètres? Compte tenu de la pression, tu vas avoir d'autres problématiques à gérer. Tes 3 mm qui sont importants en piscine, finalement, quand tu vas descendre même à 30 mètres, tu es à 4 barres de pression, d'un seul coup, ça va faire un peu différent. Ouais. Ton drone, il tiendra peut-être plus la route. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important de définir les conditions d'usage et la finalité de ton drone, parce qu'en fonction de ça, les choix vont être différents. Par exemple, sur les questions de pression, est-ce que tu as déjà réfléchi, et c'est en tout cas une proposition ouverte pour réflexion, à l'immerger complètement ton drone, c'est-à-dire à le remplir d'eau finalement, et à ne protéger que la partie électronique qui serait noyée dans le plastique, le reste étant dans l'eau, et ça te permettrait de t'affranchir des problématiques de pression externe? Non, j'ai pas réfléchi à ça. Après, est-ce que c'est un choix très judicieux? Je sais pas, il faudrait étudier la chose, je pense. Toujours pas. Vas-y, pardon. Non, excusez-moi, c'est Medril qui parle. C'était François, je crois, qui parlait, ou Christophe? Non, Christophe. Ouais, c'est pas mal ce qu'il dit, effectivement, de l'immerger totalement. Parce que, par exemple, moi, je suis de la promo 2018, et il y a 4 ans, donc en 2017, on a présenté un drone dans le même genre imprimé en 3D. C'était un robe qu'on avait tout imprimé en 3D. On avait fait les mêmes tests que toi, Nicolas, de l'immerger dans nos deux baignoires aussi, c'est pareil. Et en fait, on s'est rendu compte que, tu vois, nous, on avait imprimé tout en PLA. Donc, à un moment, on s'est dit, ah, mais attends, mais le PLA, ça se déforme, à quelle température, tout ça. On a découvert ça, mais finalement, comme nous, on allait faire un test dans une baignoire, eau tempérée, tout ça, donc on s'est dit, bon, ok, pour le PLA, ça va aller. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'une fois qu'on avait assemblé notre drone, là, on l'a mis, on s'est dit, il faut qu'on fasse un test immergé totalement. Pour voir s'il y avait de l'eau qui passait. Mais tu vois, pour le PLA, comme tu disais, donc nous, on était en PLA, donc PETG, je pense que tu as raison, ouais, ça passe. Mais ce qui s'est passé, c'était au niveau de l'étanchéité. En fait, on a eu beaucoup de problèmes en fait, à avoir quelque chose d'étanche. Enfin, c'est ce qui nous a fait prendre du retard sur le projet. C'est que nos pièces, ça allait, mais en fait, on voyait que ça passait par tous les points de colle qu'on avait mis. On a dû, tu vois, on avait réfléchi au joint torique, et on a abandonné pareil. On est passé, je sais même plus ce qu'on a fait, on a pris de la pâte là. Enfin voilà, c'est pas mal ce qu'il dit, ouais. Si tu arrives à faire un test carrément une fois qu'il est complet de l'immerger, c'est super. Quand vous dites immerger, c'est juste, que l'eau ne rentre pas à l'intérieur. Oui. En fait, c'est de le mettre sous l'eau, quoi. Voilà. Oui, c'est ça. Je l'ai déjà immergé totalement. Mais tu pourrais imaginer. J'ai dit que je l'avais mis dans ma baignoire pendant plusieurs jours et il n'y avait aucune fuite. C'est nickel. Donc, après, je ne sais pas comment ton drone a été fait. Je ne vais pas juger quoi que ce soit. Je ne peux rien dire là-dessus. Mais pareil, le PLA, ce n'est pas la meilleure solution pour avoir un truc étanche, clairement. À la limite, pour rejoindre ce que dit François, si tu avais rajouté une couche d'imperméabilisant
Il y a une référence que j'ai plus là en tête. Mais oui, un spray imperméabilisant, à la limite, ça aurait fonctionné. Mais pareil, le PETG, c'est le matériau, en tout cas dans le domaine de l'impression 3D, qui correspond le mieux. Et d'ailleurs, ça se voit au toucher, c'est beaucoup plus poreux que le PLA. Oui, mais effectivement, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais tu vois, à l'époque, nous, on n'était pas au fait de toutes les matières. Ouais. On n'avait pas c'est pour ça que je suis très étonné, tu vois, tu as beaucoup de recul. Bon, après, ça s'est accéléré depuis, et tu as beaucoup de recul, et nous, on était moins dedans, mais en fait, on l'a immergé quand même tout en PLA, et on n'a pas eu de fuite, en fait, parce qu'on a tout compensé avec l'étanchéité tout autour, enfin, il était bloqué, quoi. Il était, Ouais. voilà. Donc, oui, effectivement, on a pu s'en sortir, mais ouais, au niveau du choix de la matière, on aurait pu avoir mieux, ouais. Hmm. Et oui, et pour te rejoindre aussi, c'est vrai que l'étanchéité est le point le plus important et je pense le plus difficile. Ah oui, oui. En tout cas, quand tu l'imprimes en 3D. Parce oui, que oui, tu ouais. vois, tu n'as pas les surfaces super lisses, etc. Donc, Et c'est pour ça, Nicolas, que je t'invitais à réfléchir. Et encore une fois, j'ai plus des idées des pistes de réflexion. À carrément permettre à l'eau de rentrer dans ton drone à l'intérieur et de ne sécuriser, de n'étanchéifier finalement que les parties électroniques. L'intérêt de ça, c'est que ça va te permettre d'aller à des profondeurs plus importantes. C'est toujours le même principe. Pour avoir fait de la plongée pendant des années, plus tu descends, plus la pression est importante. Et partout où tu as de l'air, partout où tu as des cavités avec de l'air à l'intérieur, elles vont être soumises à la pression. Si tu mets de l'eau à l'intérieur, en fait, tu équilibres la pression. Tu n'as plus de problème de pression sur la structure, puisque la pression à l'intérieur et à l'extérieur est la même. Tu savais que plus on descend en profondeur, plus la pression augmente et plus c'est simple de garantir l'étanchéité. Oui, mais tu as par contre une pression qui va s'exercer sur la structure elle-même. C'est-à-dire que suivant ton matériau, il peut être sujet à des fissures parce qu'il y a trop de pression. Ouais. Mais toujours pareil, c'est un compromis. Je parlais du côté joint d'étanchéité et de façon globale. Mais effectivement, oui, si je le mets à 100 bars, il ne va pas tenir, c'est sûr. C'est Chris ou Christian? Ouais, Christophe, ouais, mais quel est l'intérêt d'avoir un drone rempli d'eau dans lequel il y a une coquille ou électronique, donc remplie d'air, par rapport à n'avoir qu'un tout petit drone qui soit la coquille en question? Ouais. Puisqu'à l'intérieur de ton drone, tu as la même pression que dans l'océan. Ouais, non, piste de réflexion, l'idée c'était justement de réduire le volume d'air contenu. Si tu n'as de l'air que dans les parties électroniques, voire mieux, tu arrives à carrément noyer ton électronique dans le plastique, et là tu n'as même plus de problématique d'air à l'intérieur. C'est la fameuse loi que rappelait Nicolas, PV égale NRT. Désolé de mettre ça comme ça autour d'un verre, mais plus tu descends, plus la pression va augmenter et le volume va réduire. Et en plongée, ça pose un gros problème pour les poumons du plongeur notamment, parce que quand tu vas remonter, un volume va si tu divises ta pression par 2, le volume va être multiplié par 2. Et c'est toute la problématique d'avoir de l'air sous l'eau, parce que justement, tout ce qui est cavité creuse comporte de l'air et va être soumis à la pression, et donc à cette fameuse règle de pression inversement proportionnelle au volume et le lien entre les deux. Mais quel intérêt d'avoir un drone rempli d'eau? C'est ça que j'essaie de comprendre. Tu équilibres la pression, c'est-à-dire que l'eau qui va être à l'intérieur sera exactement la même pression que l'eau qui sera à l'extérieur. Oui, je suis d'accord avec toi, mais du coup, à quoi ça sert? Ça sert à descendre plus profond. Tu peux descendre à des profondeurs vraiment très très importantes, indépendamment de la qualité du matériau utilisé, parce que comme la pression s'équilibre, ton plastique, il peut être simple plastique, à 100 mètres, il n'aura pas plus de problème qu'à 300 mètres. Je suis d'accord avec toi, mais Par contre, à l'intérieur de ça, tu as ta petite coquille avec l'électronique. Si tu as, je sais pas moi, tu as 10 bars dans l'eau, parce que tu es, je sais pas combien, à 100 mètres, tu as 10 bars à l'intérieur de ton drone, on est d'accord? Oui. Bon, donc la coquille qui contient l'électronique, qui est toute petite, elle est soumise à 10 bars. On est d'accord. Donc, quel est l'intérêt de mettre la coquille dans un drone à 10 bars par rapport à descendre la coquille toute seule, toute petite, quoi, avoir un mini drone, si tu veux. Oui, pour ajouter ce que tu dis, il y a aussi
imaginons que tu veuilles le faire. Comment tu vas étanchéifier la caméra, tous les connectiques? Comment tu vas faire tout ça? Parce que enfin, même moi, quand je vois déjà toute l'électronique avec tous les câbles de partout, bon, toutes les jonctions, tous les raccords au circuit imprimé, etc. Voilà, enfin, je sais pas, tu veux rajouter une patte sur le circuit imprimé, mais ouais, mais derrière, le processeur va chauffer. Donc, tu vois, il y a pas je vois pas tellement l'intérêt, en fait. Non, non, attends, enfin, c'est juste une ouverture. Hein, je Ouais, ouais, t'amène à non, y mais j'essaie réfléchir. de réfléchir aussi, Après, mais… tu me dis que tu as déjà plein d'arguments contre, mais j'ai pas de souci. Si tu veux, je t'amène juste un éclairage un peu différent sur la notion de pression. Et encore une fois, on revient finalement, qu'est-ce que tu veux en faire, à quelle profondeur tu… Et en fonction des caractéristiques de l'utilisation que tu vas vouloir faire, tu vas devoir répondre à des problématiques. Là, tu me poses une problématique de chaleur, et tu as raison de le faire. Hein. Je pense que tu as réfléchi et c'est une vraie problématique. Maintenant, si tu réponds à la problématique pression, tu vas avoir d'autres enjeux. Le matériau, le choix du matériel ou du matériau utilisé pour ton impression va conditionner la capacité à descendre ou pas. Tu vois, donc, il y a des compromis à trouver et en fonction de ton cahier des charges, finalement, tu seras capable de répondre ou pas. Quoi. Ouais. Bon, en tout cas, je pense que en impression 3D, je pense pas qu'il résistera à 10 bars. Ça va être un peu compliqué. Je sais pas, tu as envie de jouer? Non, t'en as un. Je vais pas tenter avec cette V1, mais oui, enfin après, déjà, je vais déjà aller le faire aller à 10 mètres de profondeur, à 1 bar. De toute façon, tu as donné un paramètre qui va conditionner. Tu nous as dit que tu avais 10 mètres de câble. Donc, tu as Oui, un c'est ça. bar par 10 mètres de colonne d'eau. Donc, Ouais. tu peux descendre techniquement à 11 mètres en ayant la télécommande Je t'embête pas longtemps parce qu'en fait, j'ai eu un coup de fil, mais tu as un projet de… téléphone. Christophe, je pense que tu es… C'est Christophe, Ah si oui, tu c'est peux le noter. Christophe. Ouais. Je Du coup, reconnais sa je voix. vous anime Ouais, moi aussi, je reconnais je ça. vous anime un peu mon drone pour Allez, vous vas-y. montrer. On est impatient de voir ce que tu as fait parce que c'est vachement bien quand même. Hein. Donc, le drone en soi, c'est un gros cylindre qu'on peut regarder. Je ne sais pas si vous avez un peu de latence. C'est très bien. Non, Du ça coup, va. on a 2 propulseurs horizontaux en bleu et 2 propulseurs à l'avant en verticaux. On a le câble en jaune qui est le câble à flottabilité neutre. Il est raccordé avec ici un presse-étoupe. Donc, on voit ça notamment en plomberie. Ça permet de faire passer le câble et il y a un joint qui permet l'étanchéité. Donc, c'est parfait. On a un embout principal qu'on peut dévisser et visser comme on le veut avec toute l'électronique à l'intérieur. Derrière, on a un petit bouchon qu'on peut visser, dévisser. Et là, on peut brancher automatiquement la batterie sur secteur. Ça, c'est un système, j'en suis quand même fier parce que j'ai réussi à faire un truc très simple à utiliser, mais à inventer, c'est un autre délire. Et pourtant, c'est très facile à concevoir. Enfin bref. Et à côté, on a les deux, à droite et à gauche du gros cylindre, on a les 2 petits cylindres. Moi, j'appelle ça les bras. Et c'est là-dedans qu'on va rajouter le plomb pour équilibrer le drone. Donc ici, on a un manche pour pouvoir le porter. Et puis à l'avant, on a donc la caméra avec l'embout, je l'ai dit. On a le capteur ultrason en noir ici. On a les 2 LED sur les côtés. Et puis en dessous du drone, on retrouve un capteur ultrason et capteur de pression. Voilà. C'est en gros… ça, c'est la V2. Là, pour le coup, c'est vraiment la V2 qui va être imprimée dans les prochaines semaines. Voilà. Nicolas, Ouais. j'aurais une question. Alors, je fais pas mal de bateaux. Et l'un des principaux problèmes avec les bateaux avec des pales comme ça, c'est d'avoir quelque chose qui vient se mettre dedans. Ouais. Est-ce que tu as prévu de penser, peut-être pour une future version, à les protéger? Ouais, j'ai pensé à ça. Ouais. Là, pour le coup, effectivement, les hélices sont à découvert. Et on ne le voit pas trop, mais ici, on a une pièce femelle. Pour faire simple, on a le propulseur en bleu qu'on va coller et sceller dans une pièce mâle. Et cette pièce mâle, on va la venir visser dans une pièce femelle. Et entre les deux, du coup, il y a l'histoire de joint et d'étanchéité. Et tout ça permet, en fin de compte, pour les prochaines versions, de pouvoir récupérer facilement les moteurs.
et même de pouvoir recréer une pièce mâle avec, comme tu dis, une protection. Mais là, pour le coup, je voulais pas créer maintenant pour la V2 un système qui recouvre le propulseur. Mais oui, là, du coup, pour le coup, ça a été, j'ai étudié la chose. Ouais. D'accord. Oui, c'est pour ça que tu peux ne changer que la partie support moteur. Exact. Ouais, c'est ça. Et j'ai une question pour Chris G. Pourquoi Christophe, c'est Christophe. Je suis désolé, j'ai pas mis mon vrai. Non, aucun souci. À propos du fait de noyer les composants, j'imagine que c'est dans une sorte de résine ou de silicone, mais ça enlève tout le côté réparable de la. On ne peut plus réparer ou venir faire une soudure ou changer un capteur dans ce cas-là. Ouais, non, tu as absolument raison, hein, c'est un bon point. Vraiment, enfin, encore une fois, les idées que je mettais sur la table tout à l'heure, c'était pour ouvrir un peu la discussion et puis donner des perspectives. Tout ce qui est noyé, par définition, tout ce qui est noyé dans du plastique injecté a fortiori, et irréparable, indémontable, en tout cas, c'est montage indémontable. Donc, quelques souvenirs de mécanique d'il y a très longtemps, c'est les fameux systèmes indémontables et qu'on ne peut pas réparer, tu as raison. Donc, Parce qu'on aurait pu imaginer, si, pour le problème de chaleur, un passage type water cooling qui viendrait avec l'eau qui est à l'extérieur, qui serait pompée, se rapprocher des cartes pour évacuer la chaleur, mais le côté indémontable me semble plus préoccupant. Après, il y a peut-être des solutions, mais je ne les connais pas. Après, je pense que oui, comme il le disait, ça dépend de la finalité, quoi. Parce que effectivement, il a bien dit. Si c'est pour montrer un drone fonctionnel, moi je sais que ce qu'on avait fait, c'était ça. Hein. On voulait montrer un drone fonctionnel et donc du coup, comme l'a dit Nicolas, une fois que l'étanchéité elle est réglée, bah après c'est mort. Hein. On l'a démonté, c'était fini. Après, le proto était mort, quoi. Juste tes joints, tes problèmes d'étanchéité, astuce en plongée, on utilise la graisse de silicone pour les joints. Tu sais, pour... J'ai tout essayé dans ce domaine. T'inquiète pas, j'ai tout testé. J'ai testé les joints toriques, joints de filasse, graisse silicone, enfin tout et n'importe quoi. Et le fait que ça imprime en 3D, que la surface n'est pas entièrement lisse, ça rajoute une petite complication. T'as essayé de poncer tes imprimantes? Comment? Tes impressions, pardon? T'as essayé de poncer tes impressions? Oui, mais quand tu crées une gorge de 1 mm pour insérer le joint, c'est compliqué de poncer sur 1 mm de surface, quoi. Donc, d'où le fait de mettre finalement des joints rondelles parce que c'est des joints plats, quoi, de 2 mm d'épaisseur. Et là, on a une plus grande poussée, quoi, plus grande surface d'application. Donc, voilà. Après, à l'atelier, je sais qu'il y a des Dremel qui sont des outils de précision avec des mèches qui doivent faire aux alentours d'1 mm de large. À vérifier, mais on a des mèches assez fines pour des Dremel. Et à la limite, ça peut venir se retravailler sur un tour pour atteindre 1 mm avec une mèche plus basique dans un premier temps pour du prototypage. Ouais, ok. Pour travailler sur un tour, ça peut être à réfléchir aussi. Non, mais ce qui est quand même à noter, c'est qu'on est en train d'améliorer. Ça veut dire qu'on est en train d'aller sur du détail de conception. Ça veut dire que tu as déjà un produit qui est déjà très, très abouti. En tout cas, moi, c'est ce que je retiens. C'est vachement bien. Ouais. Bah c'est vraiment bien. C'est drôle, le drone. Hein. Et tu vois, c'est drôle parce que j'ai pas du tout la même perception que toi. Pour moi, là, c'est plus un jouet que un drone bien développé. Après, chacun sa perception, c'est sûr. Mais c'est sûr que si tu compares... pardon. Vas-y. C'est sûr que si tu compares par rapport aux autres ROV qu'il y a sur le marché, c'est vrai qu'il peut paraître léger. Mais en même temps, il faut se dire que c'est ton propre projet et que, mine de rien, tu t'es posé les bonnes questions, tu as abordé les différentes contraintes en te posant les bonnes questions, tu as trouvé les différentes solutions en effectuant donc, des essais. Et ça, c'est quelque chose qui mérite d'être souligné. Donc,
Peut-être que pour toi, là, actuellement, le projet n'est pas fini, mais il est en très bonne voie. Enfin, en tout cas, moi, Ouais. je t'encourage et je sais même pas si est-ce qu'on a la possibilité. Moi, je découvre en fait ton projet depuis quelques jours, est-ce qu'on a la possibilité de participer à ce projet, ne serait-ce que avec une sorte de cagnotte ou une autre ou toute autre participation. En tout cas, moi, je Si tu veux suis acheter un câble de particulièrement 20 preneur. mètres, si tu veux acheter un câble de 20 mètres pour Ouais. descendre à 21 mètres de profondeur, par exemple. C'est ça. Moi, je veux voir à quel point il peut aller en termes de profondeur, quoi. Mais juste, Bah, Nicolas, te trompe pas, hein, les gens qui font l'innovation sur le marché, ce que tu as là entre les mains, c'est ce qui va te permettre d'aller convaincre des gens, exactement ce qui vient de se passer à l'instant, de lever des fonds pour faire une maquette un peu plus aboutie, avec des matériaux un peu plus robustes, etc. Et puis une fois que tu auras cette maquette un peu plus aboutie, tu vas lever des fonds pour aller conquérir le marché, faire produire de manière industrielle. Ça marche comme ça, hein. Ça démarre petit, entre guillemets, mais tu as tout là. Vraiment, enfin, ce que ouais, j'entends de ce après, soir est enfin, extrêmement rassurant, hein. je suis d'accord avec ce que vous dites, mais d'un certain côté, si je veux me lancer à 100% dans la création de ce drone, il aurait fallu que je crée, enfin que je sois indépendant, auto-entrepreneur quand j'aurai fini HEI. Et il y a toujours cette question de, même si j'ai le côté un peu entrepreneur, est-ce que je vais créer après HEI mon entreprise ou est-ce que je préfère être safe, utiliser ce projet pour bah voilà, avoir un beau CV, avoir des arguments, etc., pour entrer en entreprise. Moi, je Derrière, il pense y a que cette problématique. Et puis, Tu peux faire les voilà, deux, hein. pour. tu peux Ouais, faire les deux c'est sûr, c'est vrai. et tu peux te baser sur au moins un truc qui est essentiel, c'est qu'est-ce que toi, tu as envie de faire. Non pas, c'est pas pour faire plaisir à telle ou telle personne dans le but justement d'avoir un très beau CV. Alors c'est sûr que c'est intéressant aussi d'avoir un d'avoir des compétences et pouvoir trouver un travail autour de ça. Et ce qui est aussi important, c'est faire un projet qui te tient à cœur et que tu en sois satisfait. Et pour faire écho, enfin, vous avez compris, Christophe Guerre m'a balancé l'année à laquelle j'ai été diplômé, ainsi que lui, avec un petit peu de retard. Donc, même si vous ne me voyez pas en vidéo, je confirme que j'ai plus beaucoup de cheveux, ou en tout cas ce qui reste gris. Moi, j'ai monté une boîte en milieu de carrière de conseil, je l'ai partagé tout à l'heure. Il n'y a pas les mêmes enjeux, mais pose-toi aussi la question, et je rejoins la notion d'envie et de choix. La réponse t'appartient. Il n'y a pas de bonne réponse, c'est celle le choix que tu vas faire qui sera le bon. Maintenant, monter une boîte quand tu as 40 ans, avec une maison, des traites, un emprunt à rembourser, des enfants, etc., tu prends un autre risque. La responsabilité que tu as sur les épaules est un tout petit peu différente. S'il y a un élément à regarder dans ta prise de décision, tu ne l'as pas vécu et c'est normal que tu ne puisses pas le considérer, mais en tout cas, retour d'expérience, quand tu le fais, que tu as 35 ou 40 ans, la logique et la manière de réfléchir est un petit peu différente et les enjeux et les risques que tu fais porter à ton entourage sont différents. Donc le faire en sortie d'école, ce n'est pas non plus quelque chose de totalement déraisonnable. Après, j'entends l'argument de dire, OK, c'est confort de rentrer dans une boîte, quelle qu'elle soit, et d'avoir un salaire qui tombe à la fin du mois. Mais tu ne satisfais pas ou tu ne réponds pas forcément aux mêmes besoins, aux mêmes attentes. Moi, je suis très fier d'avoir pu créer une boîte à une époque. C'est ultra enrichissant, c'est ultra épanouissant. Après, c'est ultra compliqué. Il faut l'admettre, il faut le dire aussi. Mais c'est passionnant. Enfin, c'est absolument passionnant. Si tu as tant soit peu la fibre entrepreneuriale, et visiblement, je sens des choses comme ça chez toi dans ton discours, en tout cas, fonce, quoi, hein. Fonce. Bah, merci beaucoup Christophe. Je pense qu'on va s'arrêter sur ces belles paroles et sur ces beaux encouragements pour Nicolas. Il est déjà 20 heures passées, je vois que tout le monde s'en va petit à petit et je ne voudrais pas vous retenir plus longtemps. En tout cas, merci beaucoup à tous pour votre participation. Merci beaucoup à Nicolas pour ton partage d'expérience. C'était, je pense, des échanges très enrichissants pour tout le monde. Et n'hésitez pas du coup à continuer d'échanger avec Nicolas. N'hésitez pas à le contacter, je pense, sur LinkedIn, etc. Je pense qu'il sera ravi d'échanger avec vous sur son projet. Donc, et tout, même sur ce qui est levée de fonds, etc. Je crois que tu avais une cagnotte pour ça. Donc, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à vous tourner vers lui. Et voilà, il l'a mis dans le chat, mais sur LinkedIn, il partage beaucoup son projet.
Donc, n'hésitez pas à le suivre aussi sur LinkedIn. Merci beaucoup à tous et je vous souhaite du coup une bonne soirée. Merci beaucoup Bonne soirée à tous. et Merci bravo beaucoup. pour le projet. Merci. Merci. Merci à tous. C'était Bonne soirée. très, très intéressant. Merci beaucoup. Merci. Salut. Salut. Au revoir.